Alors, le premier enjeu, c'est de comprendre déjà ce qu'est la reproduction sexuée. Pour cela, on va la comparer à l'autre type de reproduction qui existe, qui est la reproduction végétative. Dans le cadre de la reproduction végétative, on a un parent qui donne un ou plusieurs descendants. Donc bien sûr, dans ces cas-là, les descendants seront à la fois identiques entre eux et identiques à l'individu parent. Les exemples sont multiples, dans le monde végétal surtout. Premier exemple, on a ici un calanchoé, qui est capable, lui, de créer des petites plantules sur le bord de ses feuilles. Ces petites plantules peuvent se détacher et créer de nouveaux individus qui seront identiques à l'individu parent. Encore une fois, dans le monde végétal, on a donc également le fraisier, qui lui est capable de créer des tiges horizontales, qu'on appelle stolons, et ces stolons sont capables de se réenraciner à certains endroits, afin de créer de nouveaux individus, encore une fois, identiques. Et enfin, mon dernier exemple, il s'agit des êtres vivants unicellulaires, qui en général font des mitoses, donc pour se multiplier. Et ces mitoses, il s'agit bien, encore une fois, de reproduction végétative, car le patrimoine génétique est conservé. Donc revenons à la reproduction sexuée maintenant. Donc là, contrairement à la reproduction végétative qu'on vient de voir, pour faire la reproduction sexuée, il faut deux parents. Donc qui dit deux parents dit un certain nombre de problèmes qui en résultent, c'est-à-dire qu'il faut des mécanismes de rencontre entre ces deux parents, et il faut des mécanismes afin de créer des gamètes, c'est-à-dire des cellules spécialisées dans la reproduction, donc qui seront capables de se rencontrer et donc de créer un nouveau individu. Dans ce type de reproduction sexuée, l'intérêt c'est que, à partir du patrimoine génétique des deux parents, on va mélanger tout ça afin de créer des descendants qui du coup seront uniques génétiquement, c'est-à-dire qu'on va avoir un mélange entre les deux parents afin de créer des descendants qui vont donc avoir potentiellement des caractéristiques différentes, donc potentiellement meilleures. Donc c'est pour ça que les descendants issus de la reproduction sexuée sont tous uniques, tous différents, à une exception près bien entendu. C'est pour les vrais jumeaux, bien sûr. Qui dit reproduction sexuée dit création de gamètes. Alors les gamètes, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les cellules reproductrices, donc il s'agit des spermatozoïdes chez l'homme et des ovules chez la femme. Donc ces gamètes vont avoir des caractéristiques très particulières au niveau de leurs chromosomes. Donc pour comprendre ça, on va comparer au karyotype normal qu'on a dans les cellules classiques dans nos organismes. Donc le karyotype, c'est l'ensemble de tous les chromosomes, donc il est indiqué ici. Donc on voit qu'on a beaucoup de chromosomes, 46 pour être exact, et lorsque l'on classe ces chromosomes du plus grand au plus petit, on s'aperçoit que les chromosomes vont par paire. Donc on a 23 paires de chromosomes. Dans un gamète, donc un spermatozoïde ici, c'est différent. On voit qu'il y a beaucoup moins de chromosomes, 23 seulement pour être exact, et lorsqu'on classe ces chromosomes du plus grand au plus petit, on s'aperçoit que ces chromosomes ne vont plus du tout par paire. Donc là, on a des cellules que l'on qualifie de haploïdes, donc ce qui signifie qu'ils ont que ces cellules ont 2 fois moins de chromosomes que les cellules classiques. Donc les cellules classiques, on les qualifie, vous l'aurez compris, de diploïdes. Donc diploïdes pour les cellules classiques, haploïdes pour les gamètes. Alors toutes ces choses-là ne sont pas du tout spécifiques à l'espèce humaine. On voit que, quelle que soit l'espèce considérée dans mon tableau, qu'on a bien 2 fois moins de chromosomes chez les gamètes que chez les cellules somatiques. Voilà. Donc synthétisons tout ça dans un petit schéma. Donc nous avons la femme adulte, l'homme adulte, donc ils vont représenter nos deux parents. Donc ces deux parents ont bien sûr dans leurs cellules à chaque fois des paires de chromosomes, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils présentent 2 N chromosomes, donc on est en phase diploïde. D'accord? Ensuite, chacun des deux parents va devoir créer des gamètes. Donc ça, le processus en jeu, c'est la méiose. La méiose va donc créer des gamètes, et on a vu, ces gamètes, elles présentent seulement N chromosomes, c'est-à-dire 2 fois moins de chromosomes que les cellules classiques, et donc c'est pour cela qu'on est en phase haploïde. Donc là, ici, on a représenté les cellules en bleu, pour bien représenter qu'on est en phase haploïde. L'étape suivante, c'est la rencontre entre les deux gamètes, donc un spermatozoïde et un ovule, voilà, afin d'obtenir une cellule œuf. Donc cette rencontre, c'est le deuxième processus en jeu lors de la reproduction, c'est la fécondation. Donc on constate que cette fécondation permet de rétablir
la diploïdie, c'est-à-dire qu'à l'aide de nos deux cellules haploïdes, on va obtenir à nouveau une cellule diploïde. Alors, pour schématiser les choses le plus simplement possible, voilà ce qu'on a. Donc, on a une alternance entre deux phases, la phase diploïde et la phase haploïde. Et donc, ce qui permet l'alternance, ce sont la méiose, donc qui permet de passer de la phase diploïde à la phase haploïde, et la fécondation, qui permet de passer de la phase haploïde à la phase diploïde. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la méiose? Donc là, nous avons une image d'une cellule diploïde donc qui va réaliser la méiose, donc on est en microscopie optique. Déjà, on s'aperçoit que les chromosomes sont alignés au centre de la cellule, donc sur ce qu'on appelle le plan équatorial de la cellule. Et les chromosomes sont bien entendu condensés. Ici, on s'aperçoit que les chromosomes vont se mettre à migrer. Alors, on va avoir deux lots de chromosomes qui vont apparaître. Un premier lot qui va migrer dans le pôle inférieur de la cellule, tandis que le deuxième lot va migrer dans le pôle supérieur de la cellule. Une membrane apparaît entre deux cellules donc, qui s'individualisent ainsi, et donc on obtient deux cellules filles. Alors là, contrairement à la mitose, l'histoire ne s'arrête pas là. Il va y avoir une deuxième division qui va avoir lieu, et qui va donc permettre d'obtenir 4 cellules filles. Donc les chromosomes se recondensent, ils vont se réaligner sur les plans équatoriaux de ces deux cellules, donc que ce soit dans les deux cellules, dans la cellule fille du dessous ou celle du dessus ici. Et donc voilà, on voit qu'on a une deuxième séparation chromosomique qui a lieu, et donc on a individualisation encore une fois de 4 cellules maintenant, donc qui sont les 4 cellules filles obtenues à l'issue de cette méiose, qui sont, vous l'aurez deviné, les futurs 4 gamètes. On va maintenant essayer de schématiser un peu tout ça. Alors déjà, à l'entrée de la méiose, il faut être conscient qu'on a des chromosomes qui sont bichromatidiens, c'est-à-dire que, comme ce qui est représenté ici, on a eu une réplication des chromosomes qui a permis d'obtenir du coup des chromosomes 2 fois plus gros. Ça c'est ce qu'on a vu, c'est ce que vous avez vu déjà en première S, avant la mitose, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au départ on a des chromosomes monochromatidiens, et ces chromosomes monochromatidiens deviennent bichromatidiens, c'est-à-dire doubles, au cours de la réplication. Donc là, j'arrive bien avec ma cellule en début de méiose, qui est une cellule diploïde, on voit bien que les chromosomes sont par paires, et les chromosomes sont bichromatidiens. La première phase de la méiose, c'est la prophase 1, donc comme prophase de première division, au cours de laquelle l'enveloppe nucléaire qui entoure le noyau habituellement disparaît, et les chromosomes se condensent. Deuxième phase, la métaphase 1, les chromosomes s'alignent sur le plan équatorial de la cellule. Et, chose importante, ces chromosomes sont appareillés, c'est-à-dire qu'ils sont par paires. Ils vont par deux, là, les chromosomes. Au cours de l'anaphase 1, les chromosomes de chaque paire se séparent et vont donc migrer en deux lots qui vont aller dans les deux pôles de la cellule. Et enfin, au cours de la télophase 1, donc la cellule se sépare en des cellules filles, et donc on va bien obtenir deux cellules haploïdes, puisqu'il n'y a plus qu'un chromosome de chaque paire dans chaque cellule fille, mais on remarque que les chromosomes sont encore une fois bichromatidiens. On arrive à la deuxième division. Donc la deuxième division, elle commence par la prophase 2. Donc là, encore une fois, les chromosomes se recondensent, et donc on est à l'étape finalement de la télophase 1, c'est-à-dire on a un chromosome de chaque paire, donc on est en phase haploïde. Vient la métaphase 2, donc là les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial de chacune de ces deux cellules filles, et au cours de l'anaphase 2, eh bien, chacun de ces chromosomes va se séparer en deux, donc là on a rupture du centromère, et séparation des deux chromatides qui vont donc migrer au pôle opposé de la cellule. Donc là, finalement, dans cette deuxième division de méiose, on a exactement ce qui se passe au cours d'une mitose, finalement, sauf qu'on est en phase haploïde. Voilà, et on arrive donc sur la télophase 2, donc on a individualisation du coup de 4 cellules filles. Donc dans chacune de ces cellules filles, on est en phase haploïde, donc on a un chromosome de chaque paire, et on a des chromosomes monochromatidiens. Récapitulons maintenant ce qui se passe au niveau de la quantité d'ADN, donc en fonction du temps.
on part avec une quantité donnée, donc qui est donnée par la lettre Q. Avant la méiose, la réplication semi-conservative permet de doubler la quantité d'ADN, donc là cette augmentation-là, c'est ce qui se passe lorsqu'on passe de chromosomes monochromatidiens à des chromosomes bichromatidiens. Et donc on arrive avec 2Q ADN au départ de la méiose. Donc on a 2 N chromosomes bichromatidiens. 2 N parce qu'on est en phase diploïde. Au cours de la première division de méiose, on va séparer les chromosomes homologues, c'est-à-dire que les 2 chromosomes de chaque paire vont être séparés. Donc on aura 2 fois moins de chromosomes. D'accord? Donc si on a 2 fois moins de chromosomes par cellule fille, on aura forcément 2 fois moins de quantité d'ADN. Donc c'est pour ça que là, au cours de cette première division, la quantité d'ADN est divisée par 2. Ensuite, au cours de la deuxième division de méiose, donc le nombre de chromosomes va rester égal à n chromosomes. En revanche, chacun des chromosomes va passer d'un état bichromatidien à un état monochromatidien. Donc la quantité d'ADN va encore être divisée par 2. Donc c'est pour ça qu'on passe d'une quantité Q à une quantité Q sur 2 au cours de la deuxième division de méiose. Donc on va arriver finalement à un état final où on aura 4 fois moins d'ADN qu'au départ de la méiose. Voyons maintenant la fécondation. Je vous rappelle que la fécondation, c'est la rencontre et la fusion de 2 gamètes. Un gamète mâle, le spermatozoïde, et un gamète femelle, l'ovocyte. Donc là, on voit qu'il y a plein de gamètes mâles, donc des spermatozoïdes qui cherchent à rentrer dans l'ovocyte. Bien sûr, il n'y en a qu'un qui arrive. Et donc une fois que ce petit spermatozoïde a réussi à franchir à la fois la zone pellucide qui est autour et la membrane plasmique, eh bien il rentre donc dans le cytoplasme de l'ovocyte, et c'est à ce moment-là que les 2 matériels génétiques vont être mis en commun. Donc là, on a le matériel génétique de l'ovocyte, celui du spermatozoïde, et donc ces 2 matériels vont fusionner, donc afin d'obtenir un matériel génétique à 2 N chromosomes, donc un matériel génétique diploïde. Schématiquement, cela donne ça, donc j'ai décidé de représenter 3 chromosomes par gamète, donc je vous rappelle que dans la vraie vie, il y en a 23 par gamète, hein, du moins dans l'espèce humaine. Donc on a ici les 2 noyaux, donc qui correspondent au noyau du spermatozoïde et au noyau de l'ovocyte, et donc après fusion, on obtient bien non plus 3 chromosomes, mais 3 paires de chromosomes, donc 6 chromosomes, hein, après la mise en commun des chromosomes du père et des chromosomes de la mère. Donc on rétablit bien la diploïdie